Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait extrêmement longtemps, je suis vraiment désolé de vous avoir lâchement abandonné pendant plusieurs mois, mais évidemment il s'est passé plein de choses avec le Covid et tout ça, vous-même vous savez. Mais je vois malgré tout que vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne et c'est pourquoi je pense qu'il est absolument indispensable de vous offrir du contenu régulier. Cette fois-ci je vais vraiment essayer, je vous promets, enfin non, en fait je vous promets pas parce que je me connais, mais en tout cas je vais vraiment essayer de faire du contenu régulier car vous le méritez et car j'ai envie de continuer à partager avec vous des astuces et des tips pour que vous puissiez continuer à améliorer vos photos. Alors aujourd'hui on va parler de macrophotographie et plus précisément je vais vous présenter 10 astuces qui vont vous permettre d'améliorer vos photos en macrophotographie. C'est parti, on commence directement. Donc la macrophotographie, pour ceux qui ne le savent peut-être pas encore, c'est tout simplement une branche de la photographie qui permet de photographier des éléments très petits, par exemple des insectes, des gouttes d'eau, comme on peut voir ici derrière, à une échelle beaucoup plus importante, une échelle finalement à laquelle l'œil humain n'a pas l'habitude de voir les objets. C'est une branche unique et captivante qui demande beaucoup de patience. Déjà, en général, la photo, ça demande beaucoup de patience, mais là, pour le coup, la macrophoto en demande davantage. C'est aussi un style de photo qui permet d'être très créatif, car justement le fait de grossir toujours plus un élément que l'œil n'a pas l'habitude de voir à une telle échelle, eh bien vous permet de faire de la photo relativement abstraite et donc vous permet d'être très original lors de vos prises de vue. Je vous le disais aussi, ça peut être un domaine de la photographie qui peut être très amusant à mettre en pratique, cependant et malheureusement, il va demander un minimum de matériel qu'on va voir juste après. Alors premier élément, choisissez le bon objectif. Certains appareils permettent un mode interne macro. Malheureusement, vous ne pourrez pas avoir un grossissement supérieur à 1:1, ce qui signifie donc en d'autres termes, je vais dire des chiffres au hasard, mais pour que vous compreniez bien, si votre capteur fait 4 cm de large dans la réalité, et que vous photographiez une mouche qui fait 1 cm, eh bien celle-ci ne pourra pas paraître plus grande, ni plus grosse, ni plus en détail finalement que un quart de la largeur de votre capteur. Alors pour des images macro de haute qualité, rien de tel qu'un véritable objectif macro, même si les bagues macro, dont on va parler plus tard, restent de bonnes alternatives, beaucoup moins chères évidemment, elles permettront une qualité un peu inférieure, ce qui n'est pas idéal si on veut vraiment avoir un maximum de détails dans justement les détails du sujet qu'on photographie. Alors on n'est pas ici pour confronter les différentes marques, cependant gardez à l'esprit qu'un objectif macro reste relativement coûteux, plus coûteux qu'un objectif avec la même focale qui ne serait pas macro, mais le jeu en vaut la chandelle si vous voulez vraiment des images avec une définition optimale. Alors petite astuce pour les pros qui voudraient vraiment photographier des éléments plats, comme je sais pas, des pièces de monnaie ou alors des timbres ou que sais-je, vous devrez peut-être penser à acheter un objectif à champ plein, c'est-à-dire un objectif qui ne présente pas de flou sur les angles. Deuxième point important, choisissez bien votre sujet. Alors au début vous allez avoir tendance à vouloir photographier tout et n'importe quoi, pourquoi pas pour vous entraîner avec votre nouvel objectif. Cependant, certains sujets restent beaucoup plus attrayants en macrophotographie que d'autres car ils permettent une lecture de l'arrière-plan plus intéressante et donc une lecture optimale de votre photo en général. Car évidemment, il est tout de même plus difficile d'apprécier une photo dont le sujet est méconnaissable, même si, je vous l'ai dit plus tôt, la photographie macro abstraite est une niche qui existe et qui peut intéresser certaines personnes. Cependant, en règle générale, on essaie quand même de pouvoir toujours comprendre et pouvoir toujours lire le sujet qui est présent dans notre photo. Alors si vous débutez en macrophoto, je vous recommande de commencer avec des sujets relativement simples à trouver, comme par exemple des insectes, des gouttes d'eau, des papillons, des fleurs, ou tout ce qui pourrait présenter une texture intéressante à aller chercher avec un gros grossissement. Troisième élément, personnalisez votre arrière-plan. Alors évidemment, il est beaucoup plus facile de s'attaquer à des sujets inanimés, car vous pouvez largement prendre le temps de mettre la lumière que vous souhaitez et évidemment l'arrière-plan voulu. Cependant, n'hésitez pas non plus à vous confronter à d'autres sujets, vivants par exemple. Faites en sorte de bien visualiser ce qui arrive derrière votre sujet afin que celui-ci contraste parfaitement avec l'arrière-plan. La plupart des photographes, même professionnels en macro, vont utiliser des techniques relativement simples comme utiliser une autre couleur
qui contraste bien avec le sujet en arrière-plan, mais aussi en minimisant donc la profondeur de champ, en rejetant l'arrière-plan le plus possible du sujet. Comme ça, lorsque la mise au point est faite sur le sujet, eh bien, le spectateur va directement être focalisé dessus. Alors, quatrième élément, optez pour une focale plus longue. Évidemment, si vous travaillez avec des sujets vivants, et afin de ne pas déranger vos hôtes lors de la prise de vue, eh bien, je ne pourrais que vous conseiller de garder un minimum de distance et de ne pas non plus vous retrouver à 3 cm de votre sujet. Cela vous permettra par ailleurs de garder un environnement relativement naturel autour de votre petit modèle. Gardez bien en tête qu'à ce niveau, un trépied est pratiquement indispensable. Cinquième élément, les accessoires fonctionnels. Alors, comme je vous l'ai dit plus tôt, il existe des alternatives aux objectifs macro. Par exemple, une bague macro, qu'on appelle aussi une bague à longe, et qui se mettra entre votre boîtier et votre objectif, et qui vous permettra de faire la mise au point en dessous de la distance de mise au point d'origine de votre objectif. Vous pourriez aussi envisager l'utilisation d'une lentille loupe qui viendra se visser devant votre objectif et qui permettra exactement la même chose, donc de pouvoir faire votre mise au point plus proche de votre sujet. Ces accessoires restent une alternative très intéressante et beaucoup moins onéreuse évidemment, principalement si vous avez déjà plusieurs objectifs et que vous ne voulez pas réinvestir dans un nouveau. Cela dit, gardez tout de même à l'esprit que vous n'aurez pas le même rendu qu'avec évidemment un objectif macro de base. Sixième élément, restez attentif à la profondeur de champ. Alors évidemment au début, vous allez probablement avoir tendance à vouloir fermer le diaphragme afin d'avoir une profondeur de champ un peu plus grande et donc prendre moins de risques quant à la zone exacte où vous allez faire votre mise au point, puisque celle-ci est très délicate en macrophotographie. Petite parenthèse, pourquoi est-ce que la mise au point est si compliquée et délicate en macrophotographie? Eh bien c'est tout simplement car la distance entre le sujet et l'objectif est l'un des éléments qui joue sur la profondeur de champ. Le fait d'être très près de votre sujet minimisera beaucoup la profondeur de champ. Alors avec le temps, vous verrez que le fait de fermer le diaphragme n'est pas la décision optimale, car elle permet aussi une diffraction de la lumière qui pourrait retirer finalement de la netteté à votre image. Techniquement, ce n'est pas faux, mais vous verrez avec le temps que la meilleure solution reste de trouver le meilleur équilibre entre une ouverture de diaphragme relativement importante, qui permet donc une profondeur de champ réduite, et évidemment l'endroit idéal où faire votre mise au point qui permettra de profiter parfaitement de votre sujet, car un sujet un tout petit peu flou en macrophotographie peut largement dégrader votre image. Trouvez donc dans l'idéal la plus grande ouverture possible tout en gardant une lecture parfaite de votre sujet, car comme on l'a dit plus haut, l'idée c'est malgré tout de toujours pouvoir lire ce que vous représentez sur votre photo et de ne pas rentrer dans une photographie complètement abstraite où on ne comprend plus ce qui est présent. Septième élément à prendre en compte, l'éclairage. Même si vous travaillez en lumière naturelle, vous pouvez toujours travailler avec un éclairage d'appoint, une petite source lumineuse que vous apporterez en plus et qui vous permettra probablement de pouvoir un petit peu fermer votre diaphragme. N'oubliez pas non plus de faire attention à la vitesse, surtout si vous travaillez avec des sujets vivants, avec des insectes qui peuvent facilement s'envoler par exemple. Huitième élément à prendre en compte, la composition. Alors effectivement, dans tous les domaines de la photo, on doit faire attention à la composition, comme à l'éclairage d'ailleurs, et aux éléments qu'on a vus précédemment. Cependant, ici, c'est d'autant plus vrai que votre sujet n'a pas une puissance telle qu'elle peut, entre guillemets, effacer l'aspect technique de votre photo. En général, en macro, on essaie d'être très graphique, on joue avec les textures, et donc on devra davantage faire attention à la composition. Nous misons donc beaucoup sur l'esthétique, et trouver le parfait angle de vue par rapport à votre sujet n'est pas anodin en macrophotographie. Par exemple, si vous vous positionnez mal par rapport à votre sujet, vous n'aurez peut-être pas les deux yeux de l'insecte nets, alors que c'était peut-être votre volonté de départ, justement à cause de cette courte profondeur de champ. Et si vous prenez le temps de bouger votre appareil photo, principalement s'il est sur trépied, ça prendra un petit peu de temps et donc votre sujet sera probablement déjà parti et loin le temps que vous fassiez votre nouvelle mise au point. En règle générale, et ça je vous le dis un petit peu pour tous les styles de photos, je vous conseille de ne pas miser sur une recomposition en post-production en zoomant par exemple dans votre image par la suite, ce qui pourra largement dégrader votre photo en fait. Essayez toujours d'augmenter le grossissement à la prise de vue en vous rapprochant davantage de votre sujet, jusqu'à évidemment
la distance de mise au point minimale. En plus, cela vous permettra d'améliorer vos compétences dans le domaine. C'est peut-être pas le plus facile, mais c'est le plus efficace pour apprendre le plus vite possible. Neuvième élément, soyez patient. Alors évidemment, la photo est un domaine qui demande beaucoup de patience, mais la photographie en macro davantage, puisque vous allez probablement devoir recommencer, en tout cas les premières fois, une dizaine de fois en changeant systématiquement l'un de vos paramètres. Soyez patient, prenez le temps que ça prendra afin d'avoir le résultat idéal, optimal, et là vous serez vraiment très content d'avoir passé autant de temps finalement sur votre sujet. Vous aurez souvent des photos floues, mais ne repartez pas bredouille, repartez avec votre chef-d'œuvre, s'il vous plaît. Ne déclenchez l'obturateur que lorsque vous êtes sûr de l'endroit précis où vous voulez faire votre mise au point, car je vous l'ai dit un peu plus tôt, une mise au point un tout petit peu ratée sur un sujet avec un tel grossissement pourra largement dégrader votre image. Donc prenez bien le temps de faire votre mise au point avant d'appuyer sur le déclencheur, surtout si vous n'avez pas de silencieux, car vous pourriez bien faire peur à votre sujet. Dixième et dernier élément, faites très attention aux détails. Évidemment, si vous vous intéressez à la macrophotographie et si vous souhaitez mettre en avant les différents détails, formes que la nature nous offre, ou tout simplement les textures, il sera évidemment indispensable de faire très attention aux détails dans votre image. Pensez à jouer avec l'espace négatif de votre photo pour mettre en avant justement ces détails. Alors si vous ne savez pas ce que c'est, je vous mettrai un petit lien juste au-dessus qui vous renverra vers une autre vidéo dans laquelle je définis l'espace négatif. Et donc, en fait, vous allez utiliser l'espace où n'est pas présent votre sujet à proprement parler pour renforcer votre sujet davantage. C'est souvent ce qu'on utilise lorsqu'on fait de la photographie minimaliste. L'œil du spectateur sera naturellement attiré vers ce que vous voulez lui montrer. Imaginons par exemple un explorateur qui se trouverait en plein milieu du pôle Nord. Vous allez volontairement prendre beaucoup de recul afin qu'on puisse admirer l'ensemble du décor et donc de la banquise. Et donc votre sujet, eh bien, l'explorateur sera tout petit dans l'image, ce sera bien votre sujet, mais l'espace négatif que vous aurez créé alentour renforcera l'idée que nous ne sommes rien, que l'homme n'est rien face à l'immensité de la nature par exemple. Et donc ça renforcera votre image. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à liker, à vous abonner évidemment. Je vous mettrai en description un petit lien qui vous permettra d'améliorer facilement vos photos en 10 étapes simples, vos photos même que vous prendrez avec un smartphone, pas besoin de matériel professionnel pour autant. Pour l'heure, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bien à vous!